Orgueil et préjugés, partie 6. Chapitre 35. À son réveil, Élisabeth retrouva les pensées et les réflexions sur lesquelles elle s'était endormie. Elle ne pouvait revenir de la surprise qu'elle avait éprouvée la veille. Il lui était impossible de penser à autre chose. Incapable de se livrer à une occupation suivie, elle résolut de prendre un peu d'exercice après le déjeuner. Elle se dirigeait vers son endroit favori lorsque l'idée que M. Darcy venait parfois de ce côté l'arrêta. Au lieu d'entrer dans le parc, elle suivit le sentier qui l'éloignait de la grande-route, tout en longeant la grille. Saisie par le charme de cette matinée printanière, elle s'arrêta à l'une des portes et jeta un coup d'œil dans le parc. L'aspect de la campagne avait beaucoup changé pendant les 5 semaines qu'elle avait passées à Hunsford, et les arbres les plus précoces verdissaient à vue d'œil. Élisabeth allait reprendre sa promenade lorsqu'elle aperçut une silhouette masculine dans le bosquet qui formait la lisière du parc. Craignant que ce ne fût M. Darcy, elle se hâta de battre en retraite, mais celui qu'elle voulait éviter était déjà assez près pour la voir, et il fit rapidement quelques pas vers elle, en l'appelant par son nom. Élisabeth fit volte-face et revint vers la porte. M. Darcy y arrivait en même temps qu'elle, et, lui tendant une lettre qu'elle prit instinctivement, il lui dit avec un calme hautain : « Je me promenais par ici depuis quelque temps dans l'espoir de vous rencontrer. Voulez-vous me faire l'honneur de lire cette lettre ?» Sur quoi, après un léger salut, il rentra dans le parc et fut bientôt hors de vue. Sans en attendre aucune satisfaction, mais avec une vive curiosité, Élisabeth ouvrit l'enveloppe et fut surprise d'y trouver 2 grandes feuilles entièrement couvertes d'une écriture fine et serrée. Elle se mit à lire aussitôt tout en marchant. La lettre contenait ce qui suit. Rosings, 8 heures du matin. Ne craignez pas, mademoiselle, en ouvrant cette lettre, que j'ai voulu y renouveler l'aveu de mes sentiments et la demande qui vous ont si fort offusqué hier soir. Je n'éprouve pas le moindre désir de vous importuner, non plus que celui de m'abaisser en revenant sur une démarche que nous ne saurions oublier trop tôt l'un et l'autre. Je n'aurais pas eu la peine d'écrire cette lettre, ni de vous la lire, si le soin de ma réputation ne l'avait exigé. Vous excuserez donc la liberté que je prends de demander toute votre attention. Ce que je ne saurais attendre de votre sympathie, je crois pouvoir le réclamer de votre justice. Vous m'avez chargé hier de 2 accusations, différentes de nature, aussi bien que de gravité. La première de ces accusations, c'est que, sans égard pour les sentiments de l'un et de l'autre, j'avais détaché M. Bingley de votre sœur. La seconde, c'est qu'au mépris de revendications légitimes, au mépris des sentiments d'honneur et d'humanité, j'avais brisé la carrière et ruiné les espérances d'avenir de M. Wickham. Avoir ainsi volontairement et d'un cœur léger rejeté le compagnon de ma jeunesse, le favori de mon père, le jeune homme qui ne pouvait guère compter que sur notre protection, et avait été élevé dans l'assurance qu'elle ne lui manquerait pas, témoignerait d'une perversion à laquelle le tort de séparer 2 jeunes gens dont l'affection remontait à peine à quelques semaines ne peut se comparer. Du blâme sévère que vous m'avez si généreusement infligé hier soir, j'espère cependant me faire absoudre lorsque la suite de cette lettre vous aura mise au courant de ce que j'ai fait et des motifs qui m'ont fait agir. Si, au cours de cette explication que j'ai le droit de vous donner, je me trouve obligé d'exprimer des sentiments qui vous offensent, croyez bien que je le regrette, mais je ne puis faire autrement, et m'en excuser de nouveau serait superflu. Je n'étais pas depuis longtemps en Herefordshire, lorsque je m'aperçus avec d'autres que Bingley avait distingué votre sœur entre toutes les jeunes filles du voisinage. Mais c'est seulement le soir du bal de Netherfield que je commençai à craindre que cette inclination ne fût vraiment sérieuse. Ce n'était pas la première fois que je le voyais amoureux. Au bal, pendant que je dansais avec vous, une réflexion de Sir William Lucas me fit comprendre pour la première fois que l'empressement de Bingley auprès de votre sœur avait convaincu tout le monde de leur prochain mariage. Sir William en parlait comme d'un événement dont la date seule était indéterminée. À partir de ce moment, j'observai Bingley de plus près, et je m'aperçus que son inclination pour Miss Bennet
dépassait ce que j'avais remarqué jusque-là. J'observais aussi votre sœur. Ses manières étaient ouvertes, joyeuses et engageantes, comme toujours, mais sans rien qui dénotât une préférence spéciale, et je demeurais convaincu, après un examen attentif, que si elle accueillait les attentions de mon ami avec plaisir, elle ne les provoquait pas en lui laissant voir qu'elle partageait ses sentiments. Si vous ne vous êtes pas trompé vous-même sur ce point, c'est moi qui dois être dans l'erreur. La connaissance plus intime que vous avez de votre sœur rend cette supposition probable. Dans ce cas, je me suis trouvé lui infliger une souffrance qui légitime votre ressentiment. Mais je n'hésite pas à dire que la sérénité de votre sœur aurait donné à l'observateur le plus vigilant l'impression que, si aimable que fût son caractère, son cœur ne devait pas être facile à toucher. J'étais, je ne le nie pas, désireux de constater son indifférence. Mais je puis dire avec sincérité que je n'ai pas l'habitude de laisser influencer mon jugement par mes désirs ou par mes craintes. J'ai cru à l'indifférence de votre sœur pour mon ami, non parce que je souhaitais y croire, mais parce que j'en étais réellement persuadé. Les objections que je faisais à ce mariage n'étaient pas seulement celles dont je vous ai dit hier soir qu'il m'avait fallu, pour les repousser, toute la force d'une passion profonde. Le rang social de la famille dans laquelle il désirait entrer ne pouvait avoir pour mon ami la même importance que pour moi. Mais il y avait d'autres motifs de répugnance, motifs qui se rencontrent à un égal degré dans les deux cas, mais que j'ai pour ma part essayé d'oublier, parce que les inconvénients que je redoutais n'étaient plus immédiatement sous mes yeux. Ces motifs doivent être exposés brièvement. La parenté du côté de votre mère, bien qu'elle fût pour moi un obstacle, n'était rien en comparaison du faible sentiment des convenances trop souvent trahies par elle-même, par vos plus jeunes sœurs, parfois aussi par votre père. Pardonnez-moi. Il m'est pénible de vous blesser, mais dans la contrariété que vous éprouvez à entendre blâmer votre entourage, que ce soit pour vous une consolation de penser que ni vous, ni votre sœur n'avez jamais donné lieu à la moindre critique de ce genre. Et cette louange que tous se plaisent à vous décerner fait singulièrement honneur au caractère et au bon sens de chacune. Je dois dire que ce qui se passa le soir du bal confirma mon jugement et augmenta mon désir de préserver mon ami de ce que je considérais comme une alliance regrettable. Comme vous vous en souvenez, il quitta Netherfield le lendemain avec l'intention de revenir peu de jours après. Le moment est venu maintenant d'expliquer mon rôle en cette affaire. L'inquiétude de Miss Bingley avait été également éveillée. La similitude de nos impressions fut bientôt découverte, et, convaincus tous deux qu'il n'y avait pas de temps à perdre si nous voulions détacher son frère, nous résolûmes de le rejoindre à Londres, où, à peine arrivé, j'entrepris de faire comprendre à mon ami les inconvénients certains d'un tel choix. Je ne sais à quel point mes représentations auraient ébranlé ou retardé sa détermination, mais je ne crois pas qu'en fin de compte, elles eussent empêché le mariage, sans l'assurance que je n'hésitais pas à lui donner de l'indifférence de votre sœur. Il avait cru jusque-là qu'elle lui rendait son affection sincèrement, sinon avec une ardeur comparable à la sienne. Mais Bingley a beaucoup de modestie naturelle et se fie volontiers à mon jugement plus qu'au sien. Le convaincre qu'il s'était trompé ne fut pas chose difficile. Le persuader ensuite de ne pas retourner à Netherfield fut l'affaire d'un instant. Je ne puis me reprocher d'avoir agi de la sorte, mais il y a autre chose dans ma conduite en cette affaire qui me cause moins de satisfaction. C'est d'avoir consenti à des mesures ayant pour objet de laisser ignorer à mon ami la présence de votre sœur à Londres. J'en étais instruit moi-même, aussi bien que Miss Bingley, mais son frère n'en a jamais rien su. Ses sentiments ne me semblaient pas encore assez calmés pour qu'il pût risquer sans danger de la revoir. Peut-être cette dissimulation n'était-elle pas digne de moi. En tout cas, la chose est faite, et j'ai agi avec les meilleures intentions. Je n'ai rien de plus à ajouter sur ce sujet. Pas d'autres explications à offrir. Si j'ai causé de la peine à votre sœur, je l'ai fait sans m'en douter, et les motifs de ma conduite, qui doivent naturellement vous sembler insuffisants, n'ont pas perdu à mes yeux leur valeur. Quant à l'accusation plus grave d'avoir fait tort à M. Wickham, je ne puis la réfuter qu'en mettant sous vos yeux le récit de ses relations avec ma famille.
J'ignore ce dont il m'a particulièrement accusé, mais de la vérité de ce qui va suivre, je puis citer plusieurs témoins dont la bonne foi est incontestable. Monsieur Wickham est le fils d'un homme extrêmement respectable qui, pendant de longues années, eut à régir tout le domaine de Pemberley. En reconnaissance du dévouement qu'il apporta dans l'accomplissement de cette tâche, mon père s'occupa avec une bienveillance sans bornes de George Wickham, qui était son filleul. Il se chargea des frais de son éducation au collège et à Cambridge. Aide inappréciable pour Mr. Wickham, qui, toujours dans la gêne par suite de l'extravagance de sa femme, se trouvait dans l'impossibilité de faire donner à son fils l'éducation d'un gentleman. Mon père, non seulement aimait la société de ce jeune homme dont les manières ont toujours été séduisantes, mais l'avait en haute estime. Il souhaitait lui voir embrasser la carrière ecclésiastique et se promettait d'aider à son avancement. Pour moi, il y avait fort longtemps que j'avais commencé à le juger d'une façon différente. Les dispositions vicieuses et le manque de principe qu'il prenait soin de dissimuler à son bienfaiteur ne pouvaient échapper à un jeune homme du même âge, ayant l'occasion, qui manquait à mon père, de le voir dans des moments où il s'abandonnait à sa nature. Me voilà de nouveau dans l'obligation de vous faire de la peine. En quelle mesure, je ne sais. Le soupçon qui m'est venu sur la nature des sentiments que vous a inspirés George Wickham ne doit pas m'empêcher de vous dévoiler son véritable caractère et me donne même une raison de plus de vous en instruire. Mon excellent père mourut il y a 5 ans, et jusqu'à la fin, son affection pour George Wickham ne se démentit point. Dans son testament, il me recommandait tout particulièrement de favoriser l'avancement de son protégé dans la carrière de son choix et, au cas où celui-ci entrerait dans les ordres, de le faire bénéficier d'une cure importante, qui est un bien de famille, aussitôt que les circonstances la rendraient vacante. Il lui laissait de plus un legs de 1000 livres. Le père de M. Wickham ne survécut pas longtemps au mien, et, dans les 6 mois qui suivirent ces événements, George Wickham m'écrivit pour me dire qu'il avait finalement décidé de ne pas entrer dans les ordres. En conséquence, il espérait que je trouverais naturel son désir de voir transformer en un avantage pécuniaire la promesse du bénéfice ecclésiastique faite par mon père. Je me propose, ajoutait-il, de faire mes études de droit, et vous devez vous rendre compte que la rente de 1000 livres sterling est insuffisante pour me faire vivre. J'aurais aimé à le croire sincère. En tout cas, j'étais prêt à accueillir sa demande, car je savais pertinemment qu'il n'était pas fait pour être clergyman. L'affaire fut donc rapidement conclue. En échange d'une somme de 3000 livres, Mr. Wickham abandonnait toute prétention à se faire assister dans la carrière ecclésiastique, dût-il jamais y entrer. Il semblait maintenant que toute relation dût être rompue entre nous. Je ne l'estimais pas assez pour l'inviter à Pemberley, non plus que pour le fréquenter à Londres. C'est là, je crois, qu'il vivait surtout, mais ses études de droit n'étaient qu'un simple prétexte. Libre maintenant de toute contrainte, il menait une existence de paresse et de dissipation. Pendant 3 ans, c'est à peine si j'entendis parler de lui. Mais au bout de ce temps, la cure qui, jadis, lui avait été destinée, se trouvant vacante par suite de la mort de son titulaire, il m'écrivit de nouveau pour me demander de la lui réserver. Sa situation, me disait-il, et je n'avais nulle peine à le croire, était des plus gênées. Il avait reconnu que le droit était une carrière sans avenir, et, si je consentais à lui accorder le bénéfice en question, il était maintenant fermement résolu à se faire ordonner. Mon assentiment lui semblait indubitable, car il savait que je n'avais pas d'autre candidat qui m'intéressât spécialement, et je ne pouvais, certainement, avoir oublié le vœu de mon père à ce sujet. J'opposai à cette demande un refus formel. Vous ne m'en blâmerez pas, je pense, non plus que d'avoir résisté à toutes les tentations du même genre qui suivirent. Son ressentiment fut égal à la détresse de sa situation, et je suis persuadé qu'il s'est montré aussi violent dans les propos qu'il vous a tenus sur moi que dans les reproches que je reçus de lui à cette époque. Après quoi, tout rapport cessèrent entre nous. Comment vécut-il, je l'ignore, mais, l'été dernier, je le retrouvai sur mon chemin dans une circonstance extrêmement pénible que je voudrais oublier, et que seule cette explication me décide à vous dévoiler. Ainsi prévenu, je ne doute pas de votre discrétion. Ma sœur, dont je suis l'aîné de plus de 10 ans, a été placée sous une double tutelle, la mienne,
est celle du neveu de ma mère, le colonel Fitzwilliam. Il y a 1 an environ, je la retirai de pension et l'installai à Londres. Quand vint l'été, elle partit pour Ramsgate avec sa dame de compagnie. À Ramsgate se rendit aussi Mr. Wickham, et certainement à dessein, car on découvrit ensuite qu'il avait des relations antérieures avec Mrs. Young, la dame de compagnie, sur l'honorabilité de laquelle nous avions été indignement trompés. Grâce à sa connivence et à son aide, il arriva si bien à toucher Georgiana, dont l'âme affectueuse avait gardé un bon souvenir de son grand camarade d'enfance, qu'elle finit par se croire éprise au point d'accepter de s'enfuir avec lui. Son âge, 15 ans à peine, est sa meilleure excuse et, maintenant que je vous ai fait connaître son projet insensé, je me hâte d'ajouter que c'est à elle-même que je dus d'en être averti. J'arrivai à l'improviste 1 jour ou 2 avant l'enlèvement projeté, et Georgiana, incapable de supporter l'idée d'offenser un frère qu'elle respecte presque à l'égal d'un père, me confessa tout. Vous pouvez imaginer ce que je ressentis alors et quelle conduite j'adoptai. Le souci de la réputation de ma sœur et la crainte de heurter sa sensibilité interdisaient tout éclat. Mais j'écrivis à Mr. Wickham, qui quitta les lieux immédiatement. Et Mrs. Young, bien entendu, fut renvoyée sur le champ. Le but principal de Mr. Wickham était sans doute de capter la fortune de ma sœur, qui est de 30 000 livres, mais je ne puis m'empêcher de croire que le désir de se venger de moi était aussi pour lui un puissant mobile. En vérité, sa vengeance eût été complète. Voilà, mademoiselle, le fidèle récit des événements auxquels nous nous sommes trouvés mêlés l'un et l'autre. Si vous voulez bien le croire exactement conforme à la vérité, je pense que vous m'absoudrez du reproche de cruauté à l'égard de Mr. Wickham. J'ignore de quelle manière, par quel mensonge il a pu vous tromper. Ignorante comme vous l'étiez de tout ce qui nous concernait, ce n'est pas très surprenant qu'il y ait réussi. Vous n'aviez pas les éléments nécessaires pour vous éclairer sur son compte, et rien ne vous disposait à la défiance. Vous vous demanderez sans doute pourquoi je ne vous ai pas dit tout cela hier soir. Je ne me sentais pas assez maître de moi pour juger ce que je pouvais ou devais vous révéler. Quant à l'exactitude des faits qui précèdent, je puis en appeler plus spécialement au témoignage du colonel Fitzwilliam, qui, du fait de notre parenté, de nos rapports intimes et, plus encore, de sa qualité d'exécuteur du testament de mon père, a été forcément mis au courant des moindres détails. Si l'horreur que je vous inspire devait enlever à vos yeux toute valeur à mes assertions, rien ne peut vous empêcher de vous renseigner auprès de mon cousin. C'est pour vous en donner la possibilité que j'essayerai de mettre cette lettre entre vos mains dans le courant de la matinée. Je n'ajoute qu'un mot. Dieu vous garde. Fitzwilliam Darcy. Chapitre 36. Si Élisabeth, lorsqu'elle avait pris la lettre de Mr. Darcy, ne s'attendait pas à trouver le renouvellement de sa demande, elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle pouvait contenir. On se figure l'empressement qu'elle mit à en prendre connaissance et les sentiments contradictoires qui l'agitèrent pendant cette lecture. Tout d'abord, elle trouva stupéfiant qu'il crût possible de se justifier à ses yeux. Elle était convaincue qu'il ne pouvait donner aucune explication dont il n'eût à rougir, et se fut donc prévenue contre tout ce qu'il pourrait dire, qu'elle commença le récit de ce qui s'était passé à Netherfield. Elle disait si avidement que, dans sa hâte de passer d'une phrase à l'autre, elle était incapable de saisir pleinement le sens de ce qu'elle avait sous les yeux. La conviction affirmée par Darcy au sujet de l'indifférence de Jane fut accueillie avec la plus grande incrédulité, et l'énumération des justes objections qu'il faisait au mariage de Bingley avec sa sœur l'irritèrent trop pour qu'elle consentît à en reconnaître le bien-fondé. Il n'exprimait aucun regret qui pût atténuer cette impression. Le ton de la lettre n'était pas contrit, mais hautain. C'était toujours le même orgueil et la même insolence. Mais quand elle parvint au passage relatif à Wickham, quand, avec une attention plus libre, elle lut un récit qui, s'il était vrai, devait ruiner l'opinion qu'avec tant de complaisance elle s'était formée du jeune officier, elle ressentit une impression plus pénible en même temps que plus difficile à définir. La stupéfaction, la crainte, l'horreur même l'oppressèrent.
Elle aurait voulu tout nier et ne cessait de s'exclamer en lisant « C'est faux, c'est impossible, tout cela n'est qu'un tissu de mensonges !» Et lorsqu'elle eut achevé la lettre, elle se hâta de la mettre de côté en protestant qu'elle n'en tiendrait aucun compte et n'y jetterait plus les yeux. Dans cet état d'extrême agitation, elle poursuivit sa marche quelques minutes sans parvenir à mettre du calme dans ses pensées. Mais bientôt, par l'effet d'une force irrésistible, la lettre se trouva de nouveau dépliée et elle recommença la lecture mortifiante de tout ce qui avait trait à Wickham, en concentrant son attention sur le sens de chaque phrase. Ce qui concernait les rapports de Wickham avec la famille de Pemberley et la bienveillance de Mr. Darcy père à son égard correspondait exactement à ce que Wickham en avait dit lui-même. Sur ces points, les deux récits se confirmaient l'un l'autre. Mais ils cessaient d'être d'accord sur le chapitre du testament. Élisabeth avait encore présente à la mémoire les paroles dont Wickham s'était servi en parlant du bénéfice. Il était indéniable que d'un côté ou de l'autre, elle se trouvait en présence d'une grande duplicité. Un instant, elle crut pouvoir se flatter que ses sympathies ne l'abusaient point. Mais après avoir lu et relu avec attention les détails qui suivaient sur la renonciation de Wickham au bénéfice, moyennant une somme aussi considérable que 3000 livres sterling, elle sentit sa conviction s'ébranler. Quittant sa lecture, elle se mit à réfléchir sur chaque circonstance et à peser chaque témoignage en s'efforçant d'être impartiale. Mais elle ne s'en trouva pas beaucoup plus avancée. D'un côté comme de l'autre, elle était en présence de simples assertions. Elle reprit encore la lettre et, cette fois, chaque ligne lui prouva clairement que cette affaire, qu'elle croyait impossible de présenter de manière à justifier M. Darcy, était susceptible de prendre un aspect sous lequel sa conduite apparaissait absolument irréprochable. L'accusation de prodigalité et de dévergondage portée contre Wickham excitait cependant son indignation. L'excitait d'autant plus, peut-être, qu'elle ne pouvait rien découvrir qui en prouvât l'injustice. De la vie de Wickham avant son arrivée en Hertfordshire, on ne connaissait que ce qu'il en avait raconté lui-même. D'ailleurs, en eût-elle les moyens, Élisabeth n'aurait jamais cherché à savoir ce qu'il était véritablement. Son aspect, sa voix, ses manières l'avaient établi d'emblée à ses yeux dans la possession de toutes les vertus. Elle essaya de retrouver dans son esprit quelques traits de délicatesse ou de générosité qui pût le défendre contre les accusations de M. Darcy, ou, tout au moins, en dénotant une réelle valeur morale, racheter ce qu'elle voulait considérer comme des erreurs passagères. Mais aucun souvenir de ce genre ne lui revint à la mémoire. Elle revoyait Wickham avec toute la séduction de sa personne et de ses manières, mais, à son actif, elle ne pouvait se rappeler rien de plus sérieux que la sympathie générale dont il jouissait à Meryton, et la faveur que son aisance et son entrain lui avaient conquise parmi ses camarades. Après avoir longuement réfléchi, elle reprit encore une fois sa lecture. Mais, hélas, le passage relatant les desseins de Wickham sur Miss Darcy se trouvait confirmé par la conversation qu'elle avait eue la veille avec le colonel Fitzwilliam. Et, finalement, Darcy la renvoyait au témoignage de Fitzwilliam lui-même, qu'elle savait être, plus que personne, au courant des affaires de son cousin et dont elle n'avait aucune raison de suspecter la bonne foi. Un instant, l'idée lui vint d'aller le trouver, mais la difficulté de cette démarche l'arrêta, et aussi la conviction que M. Darcy n'aurait pas hasardé une telle proposition s'il n'avait été certain que son cousin dût corroborer toutes ses affirmations. Elle se rappelait parfaitement sa première conversation avec Wickham à la soirée de Mrs. Phillips. Ce qu'il y avait de malséant dans des confidences de ce genre faites à une étrangère la frappait maintenant, et elle s'étonna de ne l'avoir pas remarqué plus tôt. Elle voyait l'indélicatesse qu'il y avait à se mettre ainsi en avant. La conduite de Wickham ne concordait pas non plus avec ses déclarations. Ne s'était-il pas vanté d'envisager sans crainte l'idée de rencontrer M. Darcy ? Cependant, pas plus tard que la semaine suivante, il s'était abstenu de paraître au bal de Netherfield. Et puis, tant que les Bingley étaient restés dans le pays, Wickham ne s'était confié qu'à elle, mais aussitôt leur départ, son histoire avait défrayé partout les conversations
et il ne s'était pas fait scrupule de s'attaquer à la réputation de M. Darcy, bien qu'il lui eût assuré que son respect pour le père l'empêcherait toujours de porter atteinte à l'honneur du fils. Comme il lui apparaissait maintenant sous un jour différent. Ses assiduités auprès de Miss King ne venaient plus que de vils calculs, et la médiocre fortune de la jeune fille, au lieu de prouver la modération de ses ambitions, le montrait simplement poussé par le besoin d'argent à mettre la main sur tout ce qui était à sa portée. Son attitude envers elle-même ne pouvait avoir de mobile louable. Ou bien il avait été trompé sur sa fortune, ou bien il avait satisfait sa vanité en encourageant une sympathie qu'elle avait eu l'imprudence de lui laisser voir. Dans ses derniers efforts pour le défendre, Élisabeth mettait de moins en moins de conviction. D'autre part, pour la justification de M. Darcy, elle était obligée de reconnaître que M. Bingley, longtemps auparavant, avait affirmé à Jane la correction de son amie dans cette affaire. En outre, si peu agréables que fussent ses manières, jamais au cours de leur rapport qui, plus fréquent en dernier lieu, lui avait permis de le mieux connaître, elle n'avait rien vu chez lui qui accusât un manque de principe ou qui trahît des habitudes répréhensibles au point de vue moral ou religieux. Parmi ses relations, il était estimé et apprécié. S'il avait agi comme l'affirmait Wickham, une conduite si contraire à l'honneur et au bon droit n'aurait pu être tenue cachée, et l'amitié que lui témoignait un homme comme Bingley devenait inexplicable. Élisabeth se sentit envahir par la honte. Elle ne pouvait penser à Darcy, pas plus qu'à Wickham, sans reconnaître qu'elle avait été aveugle. Absurde, pleine de partialité et de prévention. « Comment, s'exclamait-elle, ai-je pu agir de la sorte, moi qui étais si fière de ma clairvoyance et qui ai si souvent dédaigné la généreuse candeur de Jane? Quelle découverte humiliante, humiliation trop méritée. L'amour n'aurait pu m'aveugler davantage. Mais c'est la vanité, non l'amour, qui m'a égarée. Flattée de la préférence de l'un, froissée du manque d'égard de l'autre, je me suis abandonnée dès le début à mes préventions, et j'ai jugé l'un et l'autre en dépit du bon sens. » D'elle à Bingley, de Bingley à Jane, ses pensées l'amenèrent bientôt au point sur lequel l'explication de Darcy lui avait paru insuffisante, et elle reprit la lettre. Très différent fut l'effet produit par cette seconde lecture. Comment pouvait-elle refuser à ces assertions, dans un cas, le crédit qu'elle s'était trouvée obligée de leur donner dans l'autre? M. Darcy déclarait qu'il n'avait pas cru à l'attachement de Jane pour son amie. Élisabeth se rappela l'opinion que Charlotte lui avait exprimée à ce sujet. Elle-même se rendait compte que Jane manifestait peu ses sentiments, même les plus vifs, et qu'il y avait dans son air et dans ses manières une sérénité qui ne donnait pas l'idée d'une grande sensibilité. Arrivée à la partie de la lettre où M. Darcy parlait de sa famille en termes mortifiants, et pourtant mérités, elle éprouva un cruel sentiment de honte. La justesse de cette critique était trop frappante pour qu'elle pût la contester, et les circonstances du bal de Netherfield, qu'il rappelait comme ayant confirmé son premier jugement, avaient produit une impression non moins forte sur l'esprit d'Élisabeth. L'hommage que Darcy lui rendait ainsi qu'à sa sœur la calma un peu, mais sans la consoler de la censure que le reste de sa famille s'était attirée. À la pensée que la déception de Jane avait été en fait l'œuvre des siens et que chacune des deux sœurs pouvait être atteinte dans sa réputation par de pareilles maladresses, elle ressentit un découragement tel qu'elle n'en avait encore jamais connu de semblable jusque-là. Il y avait 2 heures qu'elle arpentait le sentier, lorsque la fatigue et la pensée de son absence prolongée la ramenèrent enfin vers le presbytère. Elle rentra avec la volonté de montrer autant d'entrain que d'habitude et d'écarter toutes les pensées qui pourraient détourner son esprit de la conversation. Elle apprit en arrivant que les gentlemen de Rosings avaient fait visite tous les 2 en son absence. M. Darcy était entré simplement quelques minutes pour prendre congé, mais le colonel Fitzwilliam était resté au presbytère plus d'1 heure, dans l'attente de son retour, et parlait de partir à sa recherche jusqu'à ce qu'il l'eût découverte. Élisabeth put à grand-peine feindre le regret de l'avoir manqué. Au fond, elle s'en réjouissait. Le colonel Fitzwilliam ne l'intéressait plus à cette heure. La lettre, seule, occupait toutes ses pensées.
Chapitre 37. Les deux cousins quittèrent Rosings le lendemain, et M. Collins, qui avait été les attendre à la sortie du parc pour leur adresser un dernier et respectueux salut, eut le plaisir de témoigner que ces messieurs paraissaient en excellente santé et d'aussi bonne humeur qu'il se pouvait après les adieux attristés qu'ils venaient d'échanger à Rosings. Sur ce, il se hâta de se rendre à Rosings pour consoler Lady Catherine et sa fille. À son retour au presbytère, il transmit avec grande satisfaction un message de sa grâce, impliquant qu'elle s'ennuyait assez pour désirer les avoir tous à dîner le soir même. Élisabeth ne put revoir Lady Catherine sans se rappeler que, si elle l'avait voulu, elle lui serait maintenant présentée comme sa future nièce, et elle sourit en se représentant l'indignation de sa grâce. La conversation s'engagea d'abord sur le vide produit par le départ de ses neveux. « Je vous assure que j'en suis très affectée, » dit Lady Catherine. « Certes, personne ne sent plus que moi le chagrin d'être privé de ses amis, mais j'ai de plus, pour ces deux jeunes gens, un attachement que je sais être réciproque. Ils étaient tous deux désolés de s'en aller. Notre cher colonel a réussi cependant à garder de l'entrain jusqu'à la fin, mais Darcy paraissait très ému, plus encore peut-être que l'an dernier. Il semble s'attacher de plus en plus à Rosings. » Ici, M. Collins plaça un compliment et une allusion que la mère et la fille accueillirent avec un sourire bienveillant. Après le dîner, Lady Catherine observa que Miss Bennet paraissait songeuse, et s'imaginant que la perspective de rentrer bientôt chez elle en était la cause, elle ajouta « Si c'est ainsi, écrivez à votre mère pour lui demander de vous laisser un peu plus longtemps. Mrs. Collins, j'en suis sûre, sera enchantée de vous garder encore. » « Je remercie votre grâce de cette aimable invitation, » répondit Élisabeth, « mais il m'est impossible de l'accepter. Je dois être à Londres samedi prochain. »« Quoi ? Vous n'aurez fait ici qu'un séjour de 6 semaines ? Je m'attendais à vous voir rester 2 mois. Mrs. Bennet peut certainement se passer de vous une autre quinzaine. »« Oui, mais mon père ne le peut pas. Il m'a écrit dernièrement pour me demander de hâter mon retour. »« Oh, votre père peut aussi bien se passer de vous que votre mère. Si vous restiez 1 mois encore, je pourrais ramener l'une de vous jusqu'à Londres, où j'irai passer quelques jours au début de juin. Ma femme de chambre ne faisant pas de difficulté pour voyager sur le siège, j'aurai largement de la place pour l'une de vous, et même, comme vous êtes très minces l'une et l'autre, je consentirais volontiers à vous prendre toutes les deux, si le temps n'était pas trop chaud. »« Je suis touchée de votre bonté, madame, mais je crois que nous devons nous en tenir à nos premiers projets. » Lady Catherine parut se résigner. « Mrs. Collins, vous aurez soin de faire escorter ces demoiselles par un domestique. Vous savez que je dis toujours ce que je pense. Or, je ne puis supporter l'idée que 2 jeunes filles voyagent seules en poste. Ce n'est pas convenable. Les jeunes filles doivent toujours être accompagnées et protégées, selon leur rang. Quand ma nièce Georgiana est allée à Ramsgate l'été dernier, j'ai tenu à ce qu'elle fût accompagnée de 2 domestiques. Miss Darcy, fille de M. Darcy de Pemberley et de Lady Anne, ne pouvait avec bienséance voyager d'une autre façon. Mrs. Collins, il faudra envoyer John avec ces demoiselles. Je suis heureuse que cette idée me soit venue à l'esprit. Vous vous feriez mal juger si vous les laissiez partir seuls. »« Mon oncle doit nous envoyer son domestique. »« Votre oncle ? Ah, votre oncle est un domestique. Je suis heureuse que quelqu'un des vôtres ait pensé à ce détail. Où changez-vous de chevaux ? À Bromley, naturellement. Recommandez-vous de moi à l'hôtel de la Cloche, et l'on sera pour vous plein d'égards. » Lady Catherine posa encore nombre de questions aux 2 jeunes filles sur leur voyage et, comme elle ne faisait pas toutes les réponses elle-même, Élisabeth dut rester attentive à la conversation, ce qui était fort heureux, car avec un esprit aussi absorbé que le sien, elle aurait risqué d'oublier où elle se trouvait. Mieux valait réserver ses réflexions pour les moments où elle s'appartiendrait. Elle s'y replongeait dès qu'elle se retrouvait seule, et faisait chaque jour une promenade solitaire au cours de laquelle elle pouvait se livrer en paix aux délices de remuer des souvenirs désagréables. Elle connaissait maintenant presque par cœur la lettre de M. Darcy. Elle en avait étudié chaque phrase, et les sentiments qu'elle éprouvait pour son auteur variaient d'un moment à l'autre. Le souvenir de sa déclaration éveillait encore chez elle une vive indignation, mais quand elle considérait avec
quelle injustice elle l'avait jugée et condamnée, sa colère se retournait contre elle-même. Et la déception de Darcy lui inspirait quelque compassion. Toutefois, il continuait à ne point lui plaire. Elle ne se repentait pas de l'avoir refusé et n'éprouvait aucun désir de le revoir. Elle trouvait une source constante de déplaisir dans le souvenir de sa propre conduite, et les fâcheux travers de sa famille étaient un sujet de réflexion plus pénible encore. De ce côté, il n'y avait malheureusement rien à espérer. Son père s'était toujours contenté de railler ses plus jeunes filles sans prendre la peine d'essayer de réprimer leurs folles étourderies. Et sa mère, dont les manières étaient si loin d'être parfaites, ne trouvait rien à redire à celles de ses benjamines. Élisabeth ainsi que Jane s'étaient bien efforcées de modérer l'exubérance de Catherine et de Lydia, mais, aussi longtemps que celles-ci se sentaient soutenues par l'indulgence de leur mère, à quoi pouvait-on aboutir? D'un caractère faible, irritable et subissant complètement l'influence de Lydia, Catherine avait toujours pris de travers les conseils de ses aînés. Lydia, insouciante, volontaire et entêtée, ne se donnait même pas la peine de les écouter. Toutes deux étaient paresseuses, ignorantes et coquettes. Tant qu'il resterait un officier à Meryton, elle réussirait à flirter avec lui, et tant que Meryton serait à proximité de Longbourn, elle continuerait à y passer tout leur temps. Mais c'était à sa sœur aînée que pensait le plus Élisabeth. En disculpant Bingley, les explications de Darcy avaient fait mieux sentir tout ce que Jane avait perdu. Maintenant qu'elle avait la preuve de la sincérité de son amour et de la loyauté de sa conduite, quelle tristesse pour Élisabeth de penser que le manque de bon sens et de correction des siens avait privé Jane d'un parti qui présentait de telles garanties de bonheur. Toutes ces réflexions auxquelles venait s'ajouter le désappointement causé par la révélation du véritable caractère de M. Wickham ne laissaient pas d'assombrir son esprit ordinairement si enjoué, et il lui fallait faire effort pour conserver en public son air de gaieté. Les invitations de Lady Catherine furent pendant la dernière semaine de leur séjour aussi fréquentes qu'au début. C'est au château que se passa la dernière soirée. Sa grâce s'enquit minutieusement des moindres détails du voyage, donna des conseils sur la meilleure méthode pour faire les bagages, et insista tellement sur la manière dont on devait plier les robes que Maria, au retour, se crut obligée de défaire sa malle et de la recommencer de fond en comble. Quand on prit congé, Lady Catherine, pleine de bienveillance, souhaita bon voyage aux jeunes filles et les invita à revenir l'année suivante à Hunsford, pendant que Miss de Bourgh condescendait à faire une révérence et à leur tendre la main à toutes deux. Chapitre 38. Le samedi matin, Élisabeth et M. Collins arrivèrent à la salle à manger quelques minutes avant les autres. M. Collins en profita pour faire à sa cousine les compliments d'adieu qu'il jugeait indispensables. « Je ne sais, Miss Élisabeth, si Mrs. Collins vous a déjà dit combien votre visite l'avait touchée, mais je suis certain que vous ne quitterez pas cette maison sans recevoir ses remerciements. Nous savons que notre humble demeure n'a rien de très attirant, nos habitudes simples, notre domesticité restreinte, la vie calme que nous menons, font de Hunsford une résidence un peu morne pour une jeune fille. Aussi, croyez bien que nous avons su apprécier la faveur de votre présence et que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que le temps ne vous semble pas trop long. » Élisabeth s'empressa d'exprimer sa gratitude et d'assurer qu'elle était enchantée de son séjour à Hunsford. Le plaisir de se retrouver avec Charlotte, les aimables attentions dont elle avait été l'objet avaient rendu ces 6 semaines fort agréables pour elle. M. Collins, satisfait, reprit avec une solennité plus souriante. « Je suis heureux que vous ne vous soyez pas ennuyé. Nous avons certainement fait de notre mieux, et comme nous avions la bonne fortune de vous présenter dans la société la plus choisie, j'ose dire que votre séjour à Hunsford n'a pas été entièrement dénué d'intérêt. Nos rapports avec la famille de Lady Catherine sont véritablement un avantage dont peu de personnes peuvent se prévaloir. À dire vrai, si modeste que soit cette demeure, je dois reconnaître que tous ceux qui y séjournent ne sont pas à plaindre, aussi longtemps qu'ils partagent l'intimité de nos relations avec Rosings. » Ici, les mots manquèrent à M. Collins pour exprimer la chaleur de ses sentiments,
et il dut faire le tour de la salle à manger pendant qu'Élisabeth essayait en quelques phrases brèves de concilier la franchise avec la politesse. « Vous pourrez en somme faire autour de vous un rapport favorable de ce que vous avez vu ici, ma chère cousine. Vous avez été le témoin journalier des attentions de Lady Catherine pour Mrs. Collins. Il ne semble pas, je pense, que votre amie ait à regretter, mais autant vaut sur ce point garder le silence. Laissez-moi seulement, ma chère cousine, vous souhaiter du fond du cœur autant de félicité dans le mariage. Ma chère Charlotte et moi n'avons qu'un même esprit, qu'une même pensée. Il y a entre nous une similitude de caractère et de goût vraiment extraordinaire. Il semble que nous ayons été créés l'un pour l'autre. » Élisabeth put affirmer avec sincérité que c'était là, certes, une précieuse garantie de bonheur, et ajouter avec une égale sincérité qu'elle se réjouissait des agréments de sa vie domestique. Mais elle ne fut pas fâchée de voir interrompre le tableau de cette félicité par l'entrée de celle qui en était l'auteur. Pauvre Charlotte, c'était vraiment triste de l'abandonner à une telle société. Cependant, elle avait fait son choix en connaissance de cause, et, tout en regrettant le départ de ses visiteuses, elle ne semblait pas réclamer qu'on la plaignît. Sa maison, son ménage, sa paroisse, sa basse-cour et tous les intérêts qui en dépendaient n'avaient point encore perdu leur charme à ses yeux. Enfin, la chaise de poste arriva. On hissa les malles, on casa les paquets, et l'on vint annoncer que tout était prêt pour le départ. Des adieux affectueux furent échangés avec Charlotte, après quoi Mr. Collins accompagna Élisabeth jusqu'à la voiture, en la chargeant de ses respects pour tous les siens, à quoi il ajouta des remerciements pour la bonté qu'on lui avait témoignée à Longbourn l'hiver précédent, et des compliments pour Mr. et Mrs. Gardiner qu'il n'avait jamais vus. Il avait prêté son aide à Élisabeth, puis à Maria pour monter en voiture, et la portière allait se refermer lorsqu'il leur rappela soudain, d'un air consterné, qu'elles avaient oublié de laisser un message pour les châtelaines de Rosings. « Mais, bien entendu, ajouta-t-il, vous souhaitez que je leur présente vos humbles respects avec l'expression de votre gratitude pour la bienveillance qu'elles vous ont témoignée pendant votre séjour ici. » Élisabeth ne fit aucune objection. On put enfin fermer la portière, et la voiture s'ébranla. « Seigneur !» s'écria Maria après quelques minutes de silence. « Il semble que nous ne soyons arrivés que d'hier. Pourtant, que de choses se sont passées depuis. »« Oui, que de choses, » dit sa compagne avec un soupir. « Nous avons dîné 9 fois à Rosings, sans compter les 2 fois où nous sommes allés y prendre le thé. Que n'aurais-je pas à raconter à la maison ? Et moi, que n'aurais-je pas à taire ? Songea Élisabeth. Le voyage s'effectua sans encombre, et 4 heures après avoir quitté Hunsford, elles débarquèrent chez les Gardiner, où elles devaient rester quelques jours. Jane semblait être en bonne santé. Quant à son état d'esprit, Élisabeth n'eut guère le temps de s'en rendre compte au milieu des distractions de tout genre que l'amabilité de leur tante leur avait ménagées. Mais puisque Jane devait retourner avec elle à Longbourn, elle pourrait l'y observer à loisir. Chapitre 39. Ce fut dans la seconde semaine de mai que les 3 jeunes filles partirent de Gracechurch Street à destination de la ville de en Hertfordshire. Comme elles approchaient de l'auberge où la voiture de Mr. Bennet devait les attendre, elles eurent la preuve de l'exactitude du cocher en voyant paraître Kitty et Lydia à la fenêtre d'une salle à manger du premier étage. Ces demoiselles, qui étaient arrivées depuis 1 heure, avaient agréablement employé leur temps à visiter le magasin d'une modiste, à contempler la sentinelle du poste d'en face et à préparer une salade de concombres. Après les premières effusions, elles désignèrent une table garnie de viande froide, telle que peut en fournir un garde-manger d'auberge. « Qu'en dites-vous » s'exclamèrent-elles d'un air triomphant. « N'est-ce pas une bonne surprise ?»« Et c'est nous qui vous offrons ce lunch » ajouta Lydia. « Seulement, vous nous prêterez de quoi le payer, car nous avons vidé notre bourse dans le magasin d'en face. » Et, montrant ses achats, « Tenez, j'ai acheté ce chapeau. Il n'a rien de très remarquable, mais je le démolirai en rentrant pour voir si je puis en tirer quelque chose. »
Ses sœurs l'ayant déclaré affreux, Lydia poursuivit sans se troubler. « Oh, les autres étaient encore bien plus laids dans cette boutique. Quand j'aurai acheté du satin d'une plus jolie nuance pour le regarnir, je crois qu'il ne fera pas mal. Du reste, qu'importe ce que nous mettrons cet été, une fois que le régiment sera parti, car il s'en va dans une quinzaine. »« Vraiment, il s'en va ?» s'écria Élisabeth avec satisfaction. « Oui, il quitte Meryton pour aller camper près de Brighton. Oh, je voudrais tant que papa nous emmène toutes là-bas pour y passer l'été. Ce serait délicieux et ne coûterait pas très cher. Maman aussi ne demande qu'à y aller avec nous. Autrement, imaginez ce que nous allons nous ennuyer tout l'été à Longbourn. » En effet, pensa Élisabeth, voilà bien ce qu'il nous faut. Bonté divine. Brighton est tout un camp de militaires, alors qu'un malheureux régiment de la milice et quelques soirées à Meryton ont suffi pour nous tourner la tête. « Maintenant, j'ai une nouvelle à vous annoncer, » dit Lydia, comme elle se mettait à table. « Devinez un peu. Une nouvelle excellente, sensationnelle et concernant quelqu'un que nous aimons toutes. » Jane et Élisabeth se regardèrent, et l'une d'elles avertit le domestique qu'on n'avait plus besoin de ses services. Lydia se mit à rire. « Je reconnais bien là votre discrétion et votre amour des convenances. Comme si le serveur se souciait de ce que nous racontons. Il en entend bien d'autres. Mais peu importe. Il est si laid. Je suis contente qu'il soit parti. Et maintenant, voici ma nouvelle. C'est au sujet de ce cher Wickham. Il n'y a plus à craindre qu'il épouse Mary King. Elle est partie habiter chez son oncle à Liverpool. Partie pour de bon. Wickham est sauvé. »« Mary King aussi, » ajouta Élisabeth. « Elle évite un mariage imprudent quant à la fortune. »« Elle est bien sotte d'être partie, si elle l'aimait. »« Mais j'espère, » dit Jane, « que le cœur n'était sérieusement pris ni d'un côté ni de l'autre. »« Pas du côté de Wickham, en tout cas, je m'en porte garante. Qui pourrait aimer un laidron pareil, avec toutes ces taches de rousseur ?» Élisabeth fut confuse de penser que, la vulgarité d'expression mise à part, ce jugement différait peu de celui qu'elle avait porté elle-même en le qualifiant de désintéressé. Le lunch terminé, la note réglée par les aînés, on demanda la voiture et, grâce à d'ingénieux arrangements, les 5 jeunes filles parvinrent à s'y caser avec leurs malles, leurs valises, leurs paquets et le supplément peu désiré que formaient les emplettes de Lydia. « Eh bien, nous voilà gentiment entassés, » s'exclama celle-ci. « Je ne regrette pas d'avoir acheté cette capote, quand ce ne serait que pour le plaisir d'avoir un carton de plus. Et maintenant que nous sommes confortablement installés, nous pouvons causer et rire jusqu'à la maison. Racontez-nous, pour commencer, ce que vous avez fait depuis votre départ. Avez-vous rencontré de beaux jeunes gens? Avez-vous beaucoup flirté? J'avais un peu l'espoir que l'une de vous ramènerait un mari. Ma parole, Jane sera bientôt une vieille fille, elle qui a presque 23 ans. Dieu du ciel! Que je serais mortifiée si je n'étais pas mariée à cet âge-là. Vous n'avez pas idée du désir qu'a ma tante Phillips de vous voir mariées, toutes les deux. Elle trouve que Lydie aurait mieux fait d'accepter M. Collins. Mais je ne vois pas, pour ma part, ce que cela aurait eu de particulièrement divertissant. Mon Dieu, que je voudrais donc me marier avant vous toutes. Je pourrais ensuite vous chaperonner dans les bals. Oh, dites, ce que nous nous sommes amusés l'autre jour chez le colonel Forster, où nous étions allés, Kitty et moi, passer la journée. Mrs. Forster avait promis que l'on danserait le soir. À propos, nous sommes au mieux, Mrs. Forster et moi. Elle avait invité aussi les 2 Harrington, mais Harriet était malade, et Penn a dû venir seule. Alors, devinez ce que nous avons fait? Pour avoir une danseuse de plus, nous avons habillé Chamberlain en femme. Vous pensez si c'était drôle? Personne n'était au courant, sauf les Forster, Kitty et moi, et aussi ma tante, à qui nous avions dû emprunter une robe. Vous ne pouvez vous figurer comme Chamberlain était réussi. Quand Denny, Wickham, Pratt et 2 ou 3 autres sont entrés, ils ne l'ont pas reconnu. Dieu, ce que j'ai ri, et Mrs. Forster aussi. J'ai cru que j'en mourrais. C'est ce qui a donné l'éveil aux autres, et ils ont eu vite fait d'éventer la plaisanterie. Avec des histoires de ce genre, Lydia, secondée à l'occasion par Kitty, s'efforça tout le long de la route de distraire ses compagnes. Élisabeth écoutait le moins possible,
mais force lui était d'entendre le nom de Wickham qui revenait fréquemment. La réception qu'on leur fit à Longbourn fut très chaude. Mrs. Bennet se réjouissait de voir que Jane n'avait rien perdu de sa beauté, et, pendant le repas, Mr. Bennet redit plusieurs fois à Elizabeth « Je suis heureux de vous voir de retour, Lizzie. » La salle à manger était pleine. Presque tous les Lucas étaient venus chercher Maria, et les sujets de conversation étaient nombreux et variés. Lady Lucas demandait à sa fille, à travers la table, des nouvelles de l'installation de Charlotte et de son poulailler. Mrs. Bennet était occupée d'un côté à se faire donner par Jane des renseignements sur la mode actuelle, et de l'autre à les transmettre aux plus jeunes Mrs. Lucas. Et Lydia, d'une voix sonore qui couvrait toutes les autres, énumérait à qui voulait l'entendre les distractions de leur matinée. « Oh, Mary, vous auriez dû venir avec nous. Nous avons tant ri. Au départ, nous avions baissé les stores pour faire croire que la voiture était vide, et nous les aurions gardés ainsi jusqu'au bout si Kitty n'avait pas eu mal au cœur. Oh, George, nous avons vraiment bien fait les choses, car nous avons offert aux voyageuses un délicieux lunch froid. Vous en auriez profité. En repartant, nous avons cru que nous ne pourrions jamais nous caser dans la voiture. C'était drôle comme tout. J'ai failli en mourir de rire. Et, tout le retour, nous avons été d'une gaieté. Nous faisions tant de bruit qu'on devait nous entendre à 3 lieues à la ronde. « Je ne voudrais pas, ma chère sœur, répliqua gravement Marie, décrier de tels plaisirs. Ils conviennent, je le sais, à la généralité des femmes, mais ils n'ont pour moi aucune espèce de charme, et 1 heure de lecture me semble infiniment préférable. » Mais Lydia n'entendit pas un mot de cette réponse. Elle écoutait rarement plus d'1 demi-minute, et ne prêtait jamais la moindre attention à ce que disait Marie. L'après-midi, elle pressa vivement ses sœurs ainsi que les autres jeunes filles de venir faire un tour à Meryton. Mais Élisabeth s'y opposa avec fermeté. Il ne serait pas dit que les demoiselles Bennet ne pouvaient passer 1 demi-journée chez elles sans partir à la poursuite des officiers. Pour refuser, elle avait encore un autre motif. C'était d'éviter le plus longtemps possible le risque d'une rencontre avec Wickham. Le prochain départ du régiment lui causait un soulagement inexprimable. Dans 1 quinzaine, il serait loin, et elle pourrait l'oublier complètement. Elle n'était pas depuis longtemps à Longbourn, quand elle s'aperçut que le projet de séjour à Brighton, auquel Lydia avait fait allusion, était un sujet de fréquentes discussions entre ses parents. Elle vit tout de suite que M. Bennet n'avait pas la moindre intention de céder aux instances de sa femme, mais en même temps, les réponses qu'il lui faisait étaient si vagues et si équivoques que Mrs. Bennet, bien que souvent découragée, ne perdait pas l'espoir d'arriver à ses fins. Chapitre 40. Élisabeth ne pouvait contenir plus longtemps l'impatience qu'elle éprouvait de mettre Jane au courant de ce qui s'était passé à Hunsford, en supprimant naturellement tous les détails qui se rapportaient à sa sœur. Elle lui annonça donc le lendemain qu'elle allait lui causer une grande surprise, et commença le récit de la scène qui avait eu lieu entre elle et M. Darcy. L'affection fraternelle de Jane lui faisait trouver tout naturel qu'on éprouvât de l'admiration pour Élisabeth. Aussi, sa surprise fut-elle modérée et fit bientôt place à d'autres sentiments. Elle était fâchée que M. Darcy eût plaidé sa cause en termes si peu faits pour le servir, mais elle était encore plus désolée de la peine que le refus de sa sœur lui avait causée. Il n'aurait certainement pas dû se montrer si sûr de réussir, mais songez combien cette confiance a augmenté sa déception. « Je le regrette infiniment, » dit Élisabeth, « mais il a d'autres sentiments qui l'aideront, j'en suis sûre, à se consoler vite. Vous ne me désapprouvez pas de l'avoir refusé ? » ?»« Vous désapprouvez ? Oh non ! Mais vous me blâmez d'avoir pris le parti de Wickham avec autant de chaleur. » »« Non plus. Je ne vois pas que vous ayez eu tort de dire ce que vous m'avez répété. » »« Vous ne penserez plus de même lorsque vous saurez la suite. » Élisabeth alors parla de la lettre et dit tout ce qu'elle contenait concernant Wickham. Quel coup pour la pauvre Jane, qui aurait parcouru le monde entier sans s'imaginer qu'il existât dans toute l'humanité autant de noirceur qu'elle en découvrait en ce moment dans un seul homme. Même la justification de Darcy, qui lui causait une vraie joie, ne put suffire à la consoler de cette triste découverte.
et elle s'opiniâtrait à croire que tout ceci n'était qu'une erreur, et à vouloir innocenter l'un sans accuser l'autre. « C'est inutile, dit Élisabeth. Vous ne parviendrez jamais à les transformer en saints tous les deux. Il faut choisir. Leurs vertus et leurs mérites ne sont pas assez abondants pour pouvoir en faire deux parts convenables. Quant à moi, je suis disposée à donner la palme à M. Darcy. Mais libre à vous de ne pas m'imiter. » Il fallut encore un peu de temps pour que le sourire reparût sur les lèvres de Jane. « Jamais je n'ai été aussi bouleversée, dit-elle. Wickham perverti à ce point, c'est à n'y pas croire. Et ce pauvre monsieur Darcy, pensez à ce qu'il a dû souffrir, en même temps qu'il éprouvait une si grande déception, apprendre la mauvaise opinion que vous aviez de lui et se voir obligé de vous raconter l'aventure de sa sœur. C'est vraiment trop pénible. Je suis sûre que vous le sentez comme moi. Oh non, mes regrets et ma compassion s'évanouissent quand je vois l'ardeur des vôtres. La sympathie que vous prodiguez à M. Darcy me dispense de le plaindre et, si vous continuez à vous apitoyer sur lui, je me sentirai le cœur aussi léger qu'une plume. Pauvre Wickham, il y a dans sa personne un tel air de droiture et dans ses manières tant de franchise et de distinction. Il est certain que, de ces deux hommes, l'un possède les qualités et l'autre en a l'apparence. Je n'ai jamais trouvé que M. Darcy n'en eût pas aussi l'apparence. Il y a un point sur lequel je voudrais votre avis. Faut-il ouvrir les yeux de nos amis sur la véritable personnalité de Wickham ? Après avoir réfléchi un instant, « Je ne vois pas, répondit Jane, la nécessité de le livrer ainsi au mépris général. Vous-même, qu'en pensez-vous ? Je crois qu'il vaut mieux se taire. M. Darcy ne m'a pas autorisé à publier ses confidences. D'ailleurs, tout ce qui a trait à sa sœur doit être gardé secret. Si j'entreprends d'éclairer l'opinion sur les autres points, on ne me croira pas. Les préventions contre M. Darcy sont telles que si j'essayais de le faire voir sous un meilleur jour, la moitié des bonnes gens de Meryton en feraient une maladie. Cette idée me paralyse. Du reste, Wickham va s'en aller. Une fois parti, peu importe que l'on sache ou non ce qu'il est en réalité. Vous avez tout à fait raison. En publiant ses fautes, on pourrait le perdre sans retour. Peut-être se repent-il maintenant de sa conduite et s'efforce-t-il de s'amender. Il ne faut pas l'en décourager. Cette conversation calma l'agitation d'Élisabeth. Déchargée enfin de deux des secrets dont elle avait porté le poids durant cette quinzaine, elle avait le réconfort de sentir maintenant, près d'elle, une sœur toujours prête à accueillir ses confidences. Toutefois, il y avait encore une chose que la prudence lui interdisait de découvrir. Elle n'osait faire connaître à Jane le reste de la lettre de M. Darcy, ni lui révéler la sincérité du sentiment que M. Bingley avait eu pour elle. Maintenant qu'elle était au calme, Élisabeth pouvait se rendre compte du véritable état d'esprit de sa sœur. Jane, elle s'en aperçut vite, n'était pas consolée. Elle conservait pour Bingley une tendre affection, et comme son cœur auparavant n'avait jamais été touché, cette inclination avait la force d'un premier amour auquel son âge et son caractère donnaient une constance qu'on ne voit pas d'ordinaire dans les attachements de première jeunesse. Et telle était la ferveur de ses souvenirs et de sa fidélité à l'objet de son choix, qu'il lui fallait toute sa raison et un vif désir de ne chagriner personne pour ne pas s'abandonner à des regrets capables d'altérer sa santé et de troubler la tranquillité des siens. « Eh bien, Lizzie, dit un jour Mrs. Bennet, que pensez-vous de cette malheureuse histoire de Jane ? Quant à moi, je suis bien décidée à n'en plus parler à personne. Je le disais encore à votre tante Phillips l'autre jour. À ce que j'ai compris, Jane n'a pas vu M. Bingley à Londres. Ce jeune homme est vraiment un triste personnage, et je crois qu'il n'y a plus de ce côté aucun espoir pour votre sœur. Il n'est pas question de son retour à Netherfield cet été. M'ont dit les gens qualifiés pour le savoir, à qui je l'ai demandé. Je ne crois pas qu'il revienne jamais. Oh, qu'il fasse ce qu'il voudra. Personne ne lui demande de revenir. Mais je n'en affirme pas moins qu'il s'est fort mal conduit envers ma fille, et qu'à la place de Jane, je ne l'aurais pas supporté. Lorsqu'elle sera morte de chagrin, je suis sûre qu'il regrettera ce qu'il a fait. Mais Élisabeth,
à qui cette perspective ne donnait aucun réconfort, garda le silence. « Alors, Lizzie, reprit bientôt sa mère, les Collins mènent une existence confortable. C'est bien, c'est très bien. J'espère seulement que cela durera. Et comment mange-t-on chez eux? Je suis sûre que Charlotte est une excellente ménagère. Si elle est seulement moitié aussi serrée que sa mère, elle fera d'assez sérieuses économies. Il n'y a rien d'extravagant, je présume, dans leur manière de vivre. Non, rien du tout. On doit regarder de près à la dépense, croyez-moi. Certes, en voilà qui auront soin de ne pas dépasser leurs revenus. Ils ne connaîtront jamais les embarras d'argent. Tant mieux pour eux. Je pense qu'ils parlent souvent du jour où, votre père disparut, ils seront maîtres de cette propriété. Ils considèrent sans doute Longbourn comme leur appartenant déjà. Ce sujet, ma mère, ne pouvait être abordé devant moi. Non, c'eût été plutôt étrange de leur part. Mais je ne doute pas qu'ils n'en causent souvent entre eux. Tant mieux, si leur conscience leur permet de prendre un domaine qui ne devrait pas leur revenir. Pour ma part, j'aurais honte d'un héritage qui m'arriverait dans de telles conditions.